Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons partir en République démocratique du Congo, qui s'appelait autrefois Zaïre. Et l'auteur du livre, qui s'appelle Richard Volange, qui est un alias. Donc je dis ça pour ceux qui atterrissent dans la capsule vidéo, parce qu'il y en a plusieurs, on va partir en Afrique. Donc Richard Volange, c'est l'auteur du livre, c'est un espion de la DGSE, un officier traitant, parce qu'il recrutait des sources. Donc, il est au Congo, en République démocratique du Congo, RDC. Donc, pour la petite histoire, alors Kinshasa, c'est la capitale démocratique de la République du Congo. Donc, comme j'ai dit, ça s'appelait Zaïre autrefois. Il y a un dictateur qui a pris le pouvoir à l'époque, qui s'appelait Mobutu, qui est au pouvoir jusqu'en 1965. Il a été chassé du pouvoir par un autre gang militaire qui était soutenu par Kabila. Et donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire alors, Richard Volange, pendant qu'il rentrait, pendant sa période de pause, il rentre en France. Donc, il a recruté des sources parmi les hauts fonctionnaires, soit congolais, soit français, qui venaient faire des stages dans les grandes écoles françaises, à l'ENA, l'administration publique, dans les banques. Alors, il avait 1 an pour les recruter lorsqu'il est revenu en France à ce moment-là. Soit il entretient des relations à distance avec ses sources qu'il a recrutées dans la haute fonction, l'administration française, ou alors il communiquait ses sources à un autre agent de la DGSE en poste. Voilà, donc, en 1997, Mobutu, un dictateur, il est renversé. Donc, il est envoyé en mission via la DGSE à Kinshasa. Alors, à ce moment-là, son père il est décédé, donc il part tout seul à Kinshasa et il laisse sa femme, ses filles en France. Alors, Mobutu, il était à la tête du pays, donc il a un manque de soutien financier, militaire, donc il lâche le pouvoir et donc en face à lui, il a une invasion de rebelles militaires, soutenus par Kabila. Donc il y a plusieurs pays qui le soutiennent. Il y a l'Ouganda, l'Angola et l'Afrique du Sud, ce sont les 3 principaux pays. Donc, ils soutiennent Kabila et avec les Rwandais, les militaires, et donc ils ont créé un parti qui s'appelle l'AFD, ça s'appelle l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Et donc, tout ce gang de militaires vont prendre le pouvoir au Congo. Alors, en tant qu'officier traitant, Richard Volange, donc, il va repartir à zéro, il va reconstruire un réseau de sources humaines au sein de l'administration congolaise et dans les villes et tout ça. Et puisque le dictateur il est parti, il a quitté le pouvoir, donc il faut tout repartir à zéro. Donc lui vraiment il reconstruit tout de A à Z donc les sources qu'il y avait avant ne servent plus à rien, puisque quand un dictateur il quitte le pouvoir, donc on doit recruter de nouvelles sources dans l'entourage du dictateur. C'est comme ça que ça marche dans les services secrets. Donc il est sous ouverture à l'ambassade de France à Kinshasa. La couverture, c'était le premier secrétaire, si je me souviens bien, le premier secrétaire de l'ambassade. Donc il participe à des réunions avec l'ambassadeur et donc il raconte dans le livre que les autres ne se méfiaient pas de lui. Voilà, comme pour la petite histoire. Donc l'ambassadeur, il lui a envoyé des invitations pour participer à des réunions avec des partis politiques, avec les représentants de l'Union européenne, avec des entreprises. C'est faire un réseautage, Il faisait du réseautage dans le pays, Donc, il a reconstitué, donc il le dit dans le livre, il a reconstitué un réseau d'informateurs, des sources, il envoie même des sources dans le sud. Vous imaginez, il y a des sources qui travaillaient pour lui, qui partaient dans le sud du pays pour faire du renseignement. Alors, son surnom, c'était l'écureuil. Pourquoi l'écureuil? Parce qu'il arrivait à se sauver à des dangers, parce qu'il y a eu plusieurs fois des dangers avec lui au Congo, Alors, nous sommes en 98, donc il y a une coalition, comme je vous ai dit, de plusieurs pays africains qui soutiennent Kabila via sa coalition AFDL. Et donc la coalition en 98 va éclater, va voler en éclats. Pourquoi? Parce que en fait, les Rwandais, ils ont une stratégie expansionniste, c'est-à-dire qu'ils veulent prendre d'autres pays de force, Et donc, Kabila, cette association de pays va voler en éclats, et donc ils vont se séparer. Et donc Kabila, lui, veut l'émancipation, parce que comme vous saviez, en fait, à l'époque, quand les Rwandais, ils occupaient par exemple plusieurs postes dans l'administration congolaise, il y avait le chef d'état-major, c'était un Rwandais, le ministre des Affaires étrangères ou la Défense, c'était un Rwandais aussi. Donc ces Rwandais qui ont aidé Kabila à prendre le pouvoir en RDC, Kabila, il n'en veut plus. Au sein de son gouvernement.
Donc il y avait, comme je l'ai dit, des Congolais, des Rwandais dans l'administration, et donc ministère des Affaires étrangères c'était un Rwandais, chef d'état-major c'était un Rwandais. Donc lui il veut plus de ça dans son pays, donc il va les foutre dehors. Donc notre officier, la DGSE, va arriver, il est en France pendant la Coupe du Monde, et donc les Rwandais lancent une attaque sur la RDC, et donc ils détournent un avion de ligne en partance de Kigali vers Boma en RDC. L'avion est rempli de militaires rwandais avec des armes armées jusqu'aux dents. Ils atterrissent à l'aéroport et l'aéroport est pris en quelques minutes par les Rwandais et les soldats congolais s'enfuient, ils laissent leurs armes, ils n'en ont pas le reste, c'est sauf qui peut quoi. Alors après quelques rotations sur l'aéroport avec des avions qui ont été détournés, les avions rwandais, les soldats rwandais sont assez nombreux et pour prendre la capitale et renverser Kabila, donc ils vont marcher sur Kinshasa et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Sur RFI, qui rend compte de la situation, donc ils annoncent la chute de Kabila. Kabila, colère de Kabila, il dit quoi? Laurent Désiré Kabila, le père, hein, pas le fils de Kabila, pas le fils, oui, pardon, voilà. Donc le père Kabila, Laurent Désiré Kabila, dit que la RFI, c'est la France, et donc la France est contre nous. Direct, il y a des manifestations dans la capitale devant l'ambassade. L'ambassade est prise d'assaut par les manifestants parce qu'ils sont en colère, hein, parce que vous savez, quand il y a un dictateur qui prend le pays, vous l'avez vu, hein, avec l'Afrique, avec le Mali, tout ça, le Niger, là, dernièrement en France, on envoie les petits soldats, ils manifestent, ils détruisent tout devant l'ambassade, donc l'ambassade est prise d'assaut. Et donc, la DGSE lui dit, Fissa, tu dois rentrer directement à l'ambassade, donc il rentre à l'ambassade, il arrive à Kinshasa, et donc il vit pendant 4 mois, il est resté tout seul à l'ambassade, avec 2 gardes du corps, des gendarmes, il est cloîtré. Donc, lui, le gouvernement, il va fuir, hein, pendant ce temps-là, le gouvernement de Kabila, il va fuir. Il se trouve à l'autre bout du pays, à Lubumbashi, et pendant ce temps-là, les Rwandais marchent sur la capitale. Voilà. Donc, coup de théâtre, oui. Kabila obtient le soutien des Angolais, parce que les Angolais sont intéressés par les matières premières. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, le pays regorge de minerais, de richesses, le diamant, l'or, il y a tout. République démocratique du Congo, c'est pas un pays pauvre, c'est un pays riche, mais malheureusement, il ne bénéficie pas de richesse. Donc les Congolais sont intéressés par les matières premières, vont s'arranger avec Kabila pour prendre des terrains pour faire l'extraction. Donc le gouvernement congolais fait ça, il rapplique aussitôt, il envoie des hélicoptères, des armes à la vitesse grand V des soldats, donc ils vont repousser l'assaut, les Rwandais, les militaires rwandais qui veulent chasser Kabila, et Kabila revient au pouvoir. Il est de nouveau là. Donc, il raconte, donc, comme je l'ai dit, c'était un moment difficile à vivre, il n'avait pas de chose à manger. Il raconte qu'ils ont bu le vin et ils ont bu tout le champagne dans l'ambassade parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il racontait qu'il sortait le soir avec des employés de l'ambassade pour aller dans une supérette qui était tenue par une Roumaine pour acheter de quoi manger. Il rentrait le soir. Parfois, il sortait avec le 4x4 dans la ville. Il corrompait les soldats congolais qui faisaient des barrages pour aller apporter de l'eau à son personnel dans la villa. Cette villa, elle appartenait à un ministre en fuite. Dès l'époque de Mobutu, il lui payait le loyer à distance. Il avait du personnel qui entretenait l'ambassade, qui buvait l'eau de la piscine. Donc lui, il essayait de leur apporter de l'eau. Voilà, c'est des anecdotes qu'il raconte dans les livres. Alors, il y a une autre anecdote aussi dans le livre qui est terrible aussi, c'est qu'ils ont essayé de faire atterrir un hélicoptère français qui est parti de Brazzaville. Alors, le Brazzaville, qui est parti, oui, il a décollé de Brazzaville pour atterrir dans l'enceinte de l'ambassade de France parce qu'ils ont coupé des arbres en fait, ils voulaient faire un essai pour voir s'ils pouvaient évacuer par l'hélicoptère au cas où, quoi. Donc, l'hélicoptère, il va survoler le pays. Il va survoler le pays, mais le problème, c'est qu'il va passer au-dessus d'un camp militaire congolais. Et les Congolais vont tirer sur l'hélicoptère. Donc, il y a une durite qui va péter. L'hélicoptère va descendre dans l'ambassade. Voilà, quoi. Donc, après, l'hélicoptère va pouvoir repartir, mais il va partir à vide. Il va s'enfuir de l'ambassade. Donc, il raconte cet épisode. Il a eu des conséquences. C'est que Kabila, il a dit la France a envoyé un commando, ils vont nous envahir. De nouveau, il y a des problèmes. De nouveau, il y a des problèmes à l'ambassade, il y a une nouvelle manifestation, hein, donc, oui, parce qu'aujourd'hui, vous savez, en Afrique, il raconte dans le livre qu'aujourd'hui, on peut être amis avec les Africains et demain, on peut être des ennemis. C'est ce qu'il raconte dans le livre. Donc, il raconte aussi que, alors, le chef de poste de la DGSE, donc, ils sont déclarés, son assistant, sont déclarés persona non grata dans le pays, ils doivent quitter, donc, lui, il se retrouve tout seul à la tête de l'antenne de la DGSE pendant 4 mois. Et donc, l'ambassade tourne au ralenti et il n'y a plus d'ambassadeur là-bas.
Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc, en 98 toujours, il reçoit une demande de la DGSE à Paris. Et donc, il y a une demande d'information de la DGSE sur un petit réacteur nucléaire qui s'appelle KRENKA, qui est dans une université. KRENKA, c'est le Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa. Donc, il y a un petit réacteur nucléaire qui sert à faire de la recherche sur les isotopes dans le milieu médical. Et donc, la DGSE veut savoir qu'est-ce qui se passe avec ce réacteur, est-ce qu'il produit de l'uranium ou pas. Ils veulent savoir la situation de ce petit réacteur nucléaire. Donc, il a été construit en 1959 par les Américains dans l'ambassade. Donc, lui, il va rencontrer il va voir le réacteur et il va via un contact, il va rencontrer l'adjoint du chef qui gère le réacteur. Et le chef lui dit non, tout va bien, on n'arrive pas à produire, voilà, il n'y a pas les matières premières pour produire et tout ça, quoi. Donc, il n'y a pas de danger, tout ça. Le stockage d'uranium, il existe, hein, donc il n'y a pas de danger, il n'y a pas de production. En fait, c'est le numéro 2 c'est un docteur congolais en physique nucléaire qui gère ce réacteur nucléaire, quoi. Alors, lui, Kabila, comme il vient des montagnes, le problème de ce réacteur, c'est quoi en fait? Kabila, le rendez-vous avec Kabila, c'est pas Einstein, donc il descend de la montagne. Et le mec, le dictateur, lui, il veut exporter de l'uranium. Parce que lui, il voit l'uranium comme des morceaux de cailloux. Donc il s'est dit, les dictateurs, on peut le vendre. Parce qu'en fait, il voit une opportunité d'enrichissement. Donc il s'est dit, on va produire de l'uranium, on va le vendre. C'est pour ça que tout le monde, la DGSE, était en panique. Alors je vais vous lire quelques passages en page 75 du livre et vous allez rigoler, vous allez voir. Donc, il y a une rumeur qui court à Kinshasa à propos de ce réacteur nucléaire, qu'il y a des uraniums qui a été exporté. Donc, nous sommes en 2000. En 2000, une prétendue affaire de vente d'uranium, de casque à l'uranium par deux opposants de Kabila a défrayé la chronique. Ces deux Congolais ont été retrouvés carbonisés dans un véhicule près de Lyon. La vente de cet uranium devait servir à financer une opération de renversement de Kabila. Finalement, aucune preuve n'a été établie sur une éventuelle vente de cet uranium. Donc vous voyez, c'est un peu triste. Donc il y a une rumeur qui court et ils ont été assassinés, brûlés dans leur voiture, les deux Congolais, quoi. C'est vraiment un assassinat bizarre, hein, franchement. Donc nous sommes en 98, un nouvel ambassadeur est nommé à l'ambassade de France à Kinshasa. Alors c'est dans le livre, entre guillemets, c'est un ambassadeur spécialiste de l'Asie, car Kabila a refusé un ambassadeur néocolonialiste. Il ne voulait pas d'ambassadeur français, il les voyait comme des colons. Donc il fallait accepter ce qu'il voulait le dictateur. Donc on met un autre ambassadeur. Donc dans le livre, il dit, l'officier traitant, il dit que c'est un ambassadeur qui est né au Gabon et qui voulait découvrir un peu mieux l'Afrique. Alors ce nouvel ambassadeur, toujours dans les livres, il s'appelle Paul Carmouche. Alors c'est une personne dynamique et un peu caractérielle. C'est comme ça qui le définit. Alors, l'ambassadeur, donc il y avait des problèmes, un peu de friction, hein, pas trop méchant, mais il explique que l'ambassadeur, il disait que c'est moi, vous devez m'obéir au doigt à l'œil, et la DGSE, c'est pareil, doit obéir aussi, donc il disait à tout le monde, c'est pas parce que vous êtes indépendant dans votre travail que vous ne devez pas m'obéir, et vous êtes placé sous mon autorité. Donc ça crée l'ambiance, un petit caractère comme ça d'ambassadeur. Donc comme je vous ai dit, cet ambassadeur, il est décrit dans le livre comme Paul Carmouche. Donc moi, j'ai fait mes recherches, il n'y a pas de Paul Carmouche à l'ambassade en 99. Il y a un autre ambassadeur qui, lui, il s'appelle Gilles Le Lidec. C'est un ambassadeur qui est né en Bangui, en Centrafrique. Donc vous voyez, c'est un mensonge qu'il a écrit Richard Volange dans le livre. Je ne sais pas pourquoi il cache cette vérité de ce nom de l'ambassadeur. C'est très facile, il y a la page Wikipédia. Il y a le site de l'ambassade de Kinshasa, il suffit de voir les liens et les dates des ambassadeurs qui ont été nommés au poste. Donc vous voyez, en 1999, c'était Gilles Le Lidec, c'est un ambassadeur qui est né à Bangui, en Centrafrique, et qui a pris son poste à l'ambassade. Donc c'est lui, le vrai Gilles, qui était l'ambassadeur, et non pas Paul Carmouche, comme il le dit. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en lisant le livre, moi j'ai un peu vu qu'est-ce qui se passe avec ce Gilles Le Lidec, vous allez voir un peu qu'est-ce qu'il raconte. Donc, fin 99, on en est toujours à l'époque de Gilles Le Lidec. Je ne vais pas dire Paul Carmouche parce que Paul Carmouche, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ambassadeur qui s'appelle Paul Jules Carmouche à l'ambassade de France à Kinshasa. L'ambassadeur s'est mis en tête d'aller à Kolwezi et à Lubumbashi, où il y avait une petite communauté française qui résidait là-bas. Donc lui, il voulait voir tout le monde. Alors, ils ont visité des champs diamantaires, hein, où ils ont vu des petits enfants
qui creusent à main nue, qui descendent dans les trous à une dizaine de mètres et tout ça. Et donc ils sont émerveillés de voir que le pays regorge de richesses de diamants, de l'or, du coltan, du bauxite et tout ça, quoi. Ils visitent des carrières d'extraction du minerai rare, ils voient les méthodes de sélection, ils visitent des usines qui sont encore un peu en activité de l'État. Là-bas, il explique dans les livres qu'on peut acheter un diamant à 1500 € et puis qui vaut 15 000 €. Bah oui, c'est vrai, en Europe. Alors, là, il explique que les diamants étaient invendables. Car le pays était sous embargo, mais les diamants partaient pour Anvers. Anvers, c'est un centre de traitement des diamants, une place de marché où on vend des diamants en Belgique, quoi. Alors là-bas, ils partaient pour être taillés et ils revenaient sur le marché parallèle en Afrique du Sud ou au Congo, contrôlé par l'Afrique du Sud, dont plusieurs responsables ont organisé un circuit de corruption pour pouvoir les vendre. Donc, vous voyez, les diamants, ils partaient, ils rentraient, ils sortaient du Congo sans problème. D'ailleurs, si vous regardez dans un moteur de recherche, vous pouvez trouver des études faites par des organisations internationales et décrit le circuit d'extraction, d'écoulement des diamants dans le monde, quoi, et qui reviennent. Vous voyez un peu, il y a des études très sérieuses qui définissent comment les diamants sortent, quoi, du Congo. Alors, on raconte dans les livres aussi qu'il y avait un épisode avec un puits. Donc, ils sont dans un village avec le chef du village et le préfet. Ils voient un enfant descendre dans un puits de 10 mètres attaché à une potence. L'enfant, il creuse à main nue dans le trou et il sort des diamants. Et quand l'enfant il sort, le chef du village remet les diamants à l'ambassadeur, à Gilles. Et Gilles, il dit, il refuse le cadeau, et donc, parce que ça va créer un scandale. L'ambassadeur, il dit qu'il n'est pas question, que j'ai pas envie de revivre l'histoire de Bokassa et de Centrafrique, répliqua Gilles. Et donc, ça crée des frictions au niveau des représentants de l'État congolais, quoi, parce qu'ils ne comprennent pas, parce que là-bas, c'est une tradition de donner des diamants à des Blancs qui viennent visiter un village, quoi. Donc, ils sont toujours à Lubumbashi, hein, donc ils vont voyager dans le Falcon d'un homme d'affaires belge, Georges Forêt. Alors, c'est un pire de richesse en République démocratique du Congo. Si vous tapez sur Google Georges Forêt, vous allez voir, aucune banque belge ne veut lui ouvrir un compte à son nom, à ses entreprises, ne veulent voir affaire avec lui, parce qu'il vole les richesses du pays, quoi. Il est là depuis, depuis l'époque de Mobutu, quoi. Donc, ils sont à Lubumbashi, ils sont à Kolwezi, hein, ils visitent des Français. Il explique que Richard Volange, l'officier traitant de la DGSE, que pendant qu'il est là-bas, il va voir des fonctionnaires, des représentants du gouvernement, du village, et il va tisser des liens pour les recruter comme des sources, quoi. Donc ces gens-là vont lui apporter des informations aussi, et donc il rencontre une communauté française et belge, ça je me rappelle. Cette communauté est sans travail, ils ont un certain âge avancé et ils attendent leur retraite là-bas pour toucher leur pension en France. Parce que s'ils rentrent en France, ils perdent tous leurs droits, quoi. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Et il y a aussi des frictions là-bas à Kolwezi avec des représentants de la région, hein, de Lubumbashi à Kolwezi. Ils lui reprochent que c'est un colonialiste, que la France a colonisé son pays. Et l'ambassadeur réplique les tigres, qu'on appelle les tigres katangais, ils ont fait des massacres aux Républiques démocratiques du Congo et que c'est pas la France, quoi. Donc vous voyez, il y a des frictions. Et notamment, comme il est là-bas, il y a une mission qui attend l'officier traitant. Je vais vous la lire, hein, parce qu'elle est un peu longue. Alors, la deuxième mission, donc, quand ils vont à Lubumbashi en Falcon avec Georges Forêt. Alors, Lubumbashi, c'est la capitale du Katanga. La France y a investi beaucoup en infrastructures et disposait même d'un consulat quasiment abandonné depuis plusieurs années. Là-bas, nous avons rencontré un milliardaire belge né à Lubumbashi, Georges Forêt, fraîchement nommé consul honoraire de la France, un homme grand et déterminé, un monument au Congo. Et il a développé une entreprise familiale, blablabla, bla, 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 tout ça, quoi. Alors, donc, il a créé des grandes sociétés, Georges Forêt, au Congo, et la plus grande société du pays qui emploie beaucoup de main-d'œuvre. Alors, Georges Forêt, il a échappé de justesse au massacre des Européens à Kolwezi. Généreux, il nous a envoyé son Falcon 900. Ma première expérience dans un bel avion. C'était assez extraordinaire. Il y avait un lit, une douche, un grand canapé au centre. Forêt nous fit visiter les infrastructures d'exploitation minière. Un terril était constitué à partir de multiples rejets de pierres accumulés depuis des décennies. Il avait trouvé un accord avec une société suédoise pour exploiter ce terril haut de 30 mètres, rempli de cobalt, de lithium et autres matières premières très recherchées. C'est incroyable. Donc vous voyez, l'officier traitant, il est émerveillé par tant de richesses
au Congo, quoi. À Lubumbashi, j'ai reçu un ordre de la direction des opérations, m'indiquant qu'il y avait du matériel à récupérer au consulat. 2 de ces agents, qui renseignaient pendant la crise rwandaise et le coup d'État de Kabila, originaire du Katanga, avaient laissé leur matériel dans des valises avant de fuir en direction de la Zambie. Ce consulat, il a abandonné, mais il y a 2 gardiens qui le surveillent, quoi. À la faveur de votre mission, essayez de ramener ces valises. Donc, il ne veut pas trimballer l'armement, Richard Volange, c'est ça le problème. Ne vous inquiétez pas, Volange, c'est seulement du matériel technique, c'est ce qu'on lui a dit. Je m'éclipsais avec les gendarmes, les gardiens me confirmèrent que 2 valises traînaient bien dans un coin, la boîte m'avait donné la combinaison des valises, je les ouvris pour en faire l'inventaire complet et me rendis compte qu'il y avait quand même des documents compromettants. Le problème, c'est que l'ambassadeur ne voulait pas rentrer en Falcon pour ne pas donner l'impression de profiter des largesses du nouveau consul, le consul de France, l'homme d'affaires, Georges Fauré. Il entendait prendre un avion en ligne. En RDC, les vols intérieurs en RDC sont faits avec des soldats avec des armes posées sur les genoux. Voilà, c'est la galère, quoi. C'est des vieux coucous, on ne sait même pas si on entretenu, il y a des kalachnikovs qui traînent, donc il ne voulait pas rentrer dans un vol sur la ligne intérieure. Donc, on rentre en Falcon, quoi, en Falcon 900, dans l'avion de l'homme d'affaires. À Lubumbashi, j'ai tissu quelques contacts utiles parmi les autorités locales. J'ai ciblé des personnalités qui nous étaient plutôt favorables. Je suis retourné une 2e fois pour la rencontre de l'ambassadeur avec la comité de Kolwezi. Georges Forêt nous accueillit à nouveau. Donc, vous voyez, il est en Falcon, il voyage, donc il a rempli sa mission, voilà, quoi. Il raconte aussi un épisode de massacre au Congo. Alors, il y a un problème au Kinshasa. Il y a des Congolais qui ont capturé un professeur burundais sur le quai du port fluvial. Alors que le professeur voulait fuir, c'est un Burundais. Paniqué, l'ambassadeur burundais nous contacta. Alors que nous avions sur place, les militaires refusaient de parlementer. Hors de question, ce sont des Tutsis, ce sont des traîtres, on va s'occuper d'eux. Donc en fait, les Congolais, ils ont capturé des Burundais, ils voulaient les massacrer, ils voulaient les abattre, parce que c'était des Tutsis. Donc Richard Volange avec l'ambassade vont intervenir pour sauver la vie des Congolais. Ils étaient en danger de mort, nous avons insisté auprès d'un officier congolais qui tempérait, ne vous inquiétez pas, j'ai fait mes classes en France, je vais calmer mes collègues, c'est ce qu'il disait, quoi. Sauf que ses collègues ne voulaient rien savoir. Donc l'ambassade ne cède rien via Richard Volange, bien conscient que si nous partions, ces pauvres Burundais allaient tous être exécutés. Après moult palabres et devant l'inflexibilité des militaires ont relâché leur proie, l'ambassadeur Burundi il est reconnaissant. Dans le lot des prisonniers, il y avait des Tutsis burundais, commissaires politiques, ex-ministres du gouvernement de Kabila qu'ils avaient ralliés en 1996. Ce dernier s'est réfugié à l'ambassade où il est resté caché dans une chambre pendant 8 mois. Pendant 8 mois, sa tête était mise à prix à Kinshasa. Alors c'est un professeur d'histoire qui nous faisait beaucoup de peine. Il avait fêté Noël avec nous à l'ambassade. Au début, l'année 1999, la situation s'améliorait et nous avons essayé de l'exfiltrer. J'ai obtenu de la DGSE de payer $2000 auprès d'un commandant du port fluvial pour qu'il rejoigne Brazzaville. Au sous-sol de l'ambassade, nous avons dissimulé dans le coffre d'une voiture qui est partie discrètement au beach, le beach c'est le port fluvial. Là-bas, il tremblait comme une feuille morte de peur d'être exécuté. Finalement, il a pu prendre le bateau et rejoindre Brazzaville. Nous avons reçu les félicitations de Pierre Buyoya, le président burundais. Plus tard, cet homme est venu en France. Il a même écrit un livre sur la guerre des Grands Lacs. Donc, ils ont sauvé la vie d'un homme, mais vous savez, quand un officier de DGSE sauve la vie d'un homme, il y a toujours quelque chose de retour. Qu'est-ce qui se passe aussi au Congo, en République démocratique du Congo? Il y a aussi un épisode, on découvre que sa femme Irène, elle s'appelle comme ça Irène, elle bénéficie d'un passeport diplomatique, elle travaille comme assistante secrétaire pour un commerçant libanais dans la capitale, parce qu'en fait sa femme, elle travaille pour la DGSE aussi, mais à Paris, donc elle a dû prendre un congé sabbatique et revenir à Kinshasa rejoindre son mari Richard Volange, et donc pour occuper ses journées, comme elle a un passeport diplomatique, elle va travailler pour un Libanais, mais c'est incompatible avec un passeport diplomatique. On ne peut pas travailler, faire une activité commerciale. Donc, on lui dit que sa femme doit arrêter, donc elle va arrêter de travailler. Ses enfants, ils sont là-bas aussi. Alors, il se plaint aussi de la retraite de sa femme, puisque tantôt elle travaille à Paris, tantôt elle ne travaille pas, donc sa retraite, elle est de moitié, quoi.
Donc, il dit que dans le livre, il faudrait que la DGSE complète cette retraite pour que sa femme ait une retraite convenable, quoi. Voilà. Donc, pour l'épisode de RDC, voilà qu'est-ce qu'on en sait. Il y aura d'autres épisodes que je vais vous lire dans les livres, surtout un épisode explosif, c'est en Centrafrique. Là-bas, il y a beaucoup de questions d'argent, de corruption. Vous allez voir, avec le dictateur, on ne va pas s'ennuyer. Tout de suite, je vais vous faire un épisode, je vais lire les chapitres. Je suis arrivé au chapitre du traducteur de Poutine. Là aussi, c'est sur le sol français. Ils vont essayer de recruter le traducteur de Poutine. Je vous raconte pas tout, mais je vais vous raconter les grandes lignes dans le livre.